Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet particulier qui est l'asthme. L'asthme, et nous allons, comme la dernière fois, construire un dialogue avec ChatGPT pour simuler un entretien entre une patiente et un pharmacien. Alors, cette fois-ci, j'ai déjà construit le dialogue à l'avance, hein, pour gagner du temps, parce que la dernière fois, lorsque nous avions parlé du Triumec, il m'avait semblé que c'était un peu trop long. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir déjà un dialogue tout fait. Alors, qu'est-ce que l'asthme? C'est une maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires. Donc, une inflammation est due à une réaction excessive du système immunitaire, à une agression ou une lésion. Euh, une agression, ça peut être des allergènes ou des, des microbes, des pathogènes. Donc, c'est une réaction naturelle du corps humain pour se défendre, pour réparer les tissus endommagés. Et il peut se manifester par des rougeurs, de la chaleur, des gonflements, des œdèmes, de la douleur, une altération de la fonction des muscles, des tissus touchés, pas des muscles, excusez-moi, je veux dire des tissus qui sont touchés à cause de l'inflammation. Euh, Ensuite, donc l'inflammation peut avoir des conséquences au niveau respiratoire, au niveau des bronches. L'inflammation peut se manifester par la production de mucus, parce qu'il y a par l'inflammation une stimulation des cellules épithéliales glandulaires. Euh, ou alors, il peut y avoir une contraction des muscles entourant les voies respiratoires, par exemple au niveau des bronches. C'est ce qu'on appelle la bronchoconstriction. Et donc, dans l'asthme, il y a une réaction inflammatoire, une réaction immunitaire qui est, disons, déréglée. Et cela peut provoquer des symptômes de bronchoconstriction notamment. Les symptômes au niveau respiratoire de l'asthme sont des sifflements lors de la respiration, des essoufflements, une impression de serrement thoracique au niveau des poumons, donc, et une dyspnée, souvent chez les personnes âgées. Il peut y avoir aussi de la toux qui se manifeste, et des symptômes des voies respiratoires supérieures, par exemple le nez peut couler, il peut y avoir une surproduction de mucus sur la muqueuse nasale, euh, et il peut y avoir une perte d'odorat, et également une rhinoconjonctivite, donc une inflammation au niveau du nez, des yeux, allergique, donc c'est dû à des allergies. Et les allergies sont des facteurs aggravant l'asthme, donc ça peut provoquer des crises d'asthme. Et donc les, les patients doivent faire attention à leurs allergies lorsqu'ils sont atteints d'asthme. Euh, alors, les critères d'une crise d'asthme sévère, hein, ça peut s'exprimer euh, par une fréquence respiratoire augmentée, qui est très rapide. Donc, suivant mes sources, suivant le Vidal hein, notamment, euh, lorsqu'il y a plus de 30 respirations par minute, là c'est une fréquence très rapide. Et ça peut être la marque d'une crise d'asthme sévère. Une fréquence cardiaque très rapide peut également être la marque d'une crise d'asthme sévère, plus de 120 battements par minute, c'est très élevé. Euh, une dyspnée peut être aussi un signe d'asthme sévère, donc il y a aussi le débit expiratoire de pointe inférieur à 60% de la valeur prédite, qui est un signe d'aggravation de l'asthme. Une saturation en oxygène inférieure à 90%, c'est un signe d'asthme sévère. Il y a également des signes de gravité donc, qui sont observables directement lorsque l'on observe un patient qui est atteint d'asthme sévère. Une cyanose, c'est-à-dire une peau qui prend la couleur bleue due à un manque d'oxygénation. Euh, il y a aussi voilà, des symptômes neurologiques, euh, une obnubilation. Donc, une obnubilation, c'est comment dire,
C'est une baisse de la vigilance. Euh, c'est un état de conscience altéré, donc qui peut conduire au coma. L'asthme sévère peut aussi provoquer des difficultés à parler à cause de la dyspnée, une tachycardie aussi, euh, une hyperinflation thoracique. L'asthme sévère peut aussi provoquer donc d'autres symptômes de dépression respiratoire comme l'utilisation des muscles respiratoires accessoires, par exemple le tirage sternal ou intercostal. Alors, les crises d'asthme, de façon générale, évoluent de façon imprévisible. Donc, une crise d'asthme peut évoluer vers des formes plus ou moins graves, et cela n'est pas prévisible, quel que soit le débit expiratoire de pointe au début de la crise ou le résultat de l'auscultation pulmonaire. Donc, toute crise d'asthme inhabituelle risque de devenir rapidement sévère. Voilà, maintenant que j'ai fait une rapide définition de l'asthme, nous allons donc voir le dialogue que j'ai construit avec ChatGPT. Alors déjà j'ai mis l'intelligence artificielle en condition, comme la dernière fois, donc j'ai repris les mêmes phrases, sauf que j'ai changé donc l'ordonnance. Alors nous allons, toi et moi, construire un dialogue de façon interactive. Dans ce dialogue, tu dois toujours jouer le rôle d'une patiente qui vient à la pharmacie avec une ordonnance pour le Ventoline et le Symbicort, afin de traiter un asthme. C'est la première fois qu'il doit prendre des médicaments contre l'asthme. Dans ce dialogue, toi et moi, je dois toujours jouer le rôle d'un pharmacien. Et toi, tu écris toujours les répliques de la patiente. Moi, j'écris toujours les répliques du pharmacien. Tu peux rendre le cas aussi compliqué que tu veux. Est-ce que tu as compris? Et l'intelligence artificielle me répond: oui, j'ai compris, je jouerai le rôle de la patiente qui vient à la pharmacie pour obtenir des médicaments contre l'asthme, et vous jouerez le rôle du pharmacien. Nous pouvons commencer le dialogue. Qu'est-ce que je peux dire en premier en tant que patiente? Donc là, je lui ai demandé de, entre parenthèses, répondre au pharmacien. Donc, bonjour madame, comment puis-je vous aider? Alors, la patiente me répond: bonjour. Ben voilà, il n'a pas tout à fait compris son rôle. Ou alors, il me considère comme une dame, donc comme une pharmacienne. Donc, bonjour madame, je viens chercher une ordonnance pour des médicaments contre l'asthme. Mon médecin m'a prescrit du Ventoline et du Symbicort. C'est la première fois que je dois prendre ces médicaments. Alors j'aurais quelques questions à vous poser. Alors, le pharmacien répond: oui, bien sûr, je suis là pour répondre à vos questions. Souhaitez-vous que nous parlions dans un endroit confidentiel comme le coin conseil de la pharmacie? Donc, voilà. Ensuite, l'intelligence artificielle me répond: oui, le coin conseil de la pharmacie serait parfait. Merci de me montrer où c'est. Alors, je mets entre parenthèses, nous voilà installés dans le coin conseil. Et alors, le pharmacien répond: afin de contrôler l'adéquation du traitement et afin d'adapter mes conseils, pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, pour quelle raison votre médecin vous a prescrit ces médicaments? Alors, là, je demande donc les raisons de la prescription afin de contrôler l'indication du traitement. Alors, la patiente me répond: mon médecin m'a prescrit ces médicaments parce que j'ai été récemment diagnostiqué avec de l'asthme. J'ai eu des épisodes de toux, d'essoufflement et de respiration sifflante, surtout pendant l'effort physique. Mon médecin pense que le Ventoline et le Symbicort m'aideront à mieux contrôler ces symptômes et à prévenir les crises d'asthme. Donc, le pharmacien répond: oui, votre médecin a raison. Ce sont des médicaments très efficaces pour traiter l'asthme. Ils permettent d'empêcher la contraction des bronches et de réduire leur inflammation. Ce sont des médicaments qui vont vous soulager les symptômes de l'asthme, qui vont réduire notablement le nombre de crises d'asthme et qui vont vous permettre de faire des exercices physiques sans ressentir de symptômes tels que des difficultés respiratoires, des sifflements, de la toux et une sensation de constriction au niveau des poumons. C'est en tout cas le but du traitement sur le long terme. Afin d'éviter d'éventuelles interactions, pourriez-vous, je vous prie, me dire si vous prenez d'autres traitements en parallèle et quels sont vos éventuels autres problèmes de santé?
Alors voilà, donc je demande s'il a d'autres problèmes de santé, aussi pour contrôler les contre-indications. Donc la patiente me répond, je ne prends actuellement aucun autre traitement médicamenteux, à part les médicaments contre l'asthme que je viens chercher aujourd'hui. En ce qui concerne mes autres problèmes de santé, je n'ai pas de conditions médicales particulières en dehors de l'asthme. Ensuite, je lui demande si elle est enceinte ou allaitante, donc pour éventuellement adapter le traitement, pourriez-vous me dire si cela vous gêne, si cela ne vous gêne pas, si vous êtes enceinte ou allaitante? Alors, la patiente me répond, je comprends que ces informations sont importantes pour, pour adapter le traitement. Cependant, en tant que modèle de langage basé sur l'intelligence artificielle, je ne peux pas être enceinte ni allaitée. Donc, ouais, fréquemment, lorsque je demande à ChatGPT si, dans un jeu de rôle, si elle est enceinte ou allaitante, ouais, il a tendance à bugger un petit peu. Ce qui est assez curieux, parce que ouais, le reste du temps, il répond correctement, mais là, il, il- je sais pas pourquoi il répond de cette façon. Je pense que c'est par sécurité, parce qu'on est quand même dans des sujets médicaux, donc il s'agit de prendre des précautions particulières où il y a certains risques. Donc, alors il continue. Pour une assistance précise et appropriée, il est préférable de consulter un pharmacien ou un professionnel de la santé qualifié qui pourra prendre en compte tous les aspects spécifiques de votre situation médicale. Bon, alors j'ai mis entre parenthèses, donc je lui ai répondu, répond à ma question en jouant le rôle de la patiente dans ce dialogue fictif. Alors finalement, elle me répond, je suis désolée, je n'ai pas mentionné auparavant que je suis enceinte. Cependant, dans ce dialogue fictif, je ne suis pas enceinte ni allaitante. Merci de votre compréhension. Bon, alors j'ai rétabli le dialogue et je lui réponds, donc très bien, je vous remercie de cette information. Vous aviez dit en arrivant que vous aviez des questions à me poser. Donc, là, je reviens sur la réplique initiale. Donc, quelles sont-elles? Quelles sont ces questions que vous aviez à me poser? Et quelles informations votre médecin vous a-t-il donné concernant ce traitement? Alors, la patiente me répond, merci de me donner l'occasion de poser mes questions. J'aimerais en savoir plus sur la posologie de ces médicaments, à quelle fréquence et à quel moment de la journée devrais-je les prendre. De plus, y a-t-il des effets secondaires que je devrais surveiller? Mon médecin m'a expliqué brièvement le fonctionnement de ces médicaments, mais j'aimerais en savoir plus. Comment agit le Ventoline pour soulager les symptômes de l'asthme? Et qu'en est-il du Symbicort? Y a-t-il des précautions particulières que je devrais prendre lors de l'utilisation de ces médicaments? Alors on voit que la patiente a quelques sujets d'inquiétude. Et là, je réponds par un pavé. Donc, le Ventoline est un médicament qui agit principalement sur les symptômes. Son action est rapide et permet d'éviter la constriction des bronches et donc de traiter et prévenir les crises d'asthme. Son action persiste pendant 4 à 6 heures. Le Symbicort est un traitement de fond qui permet également d'empêcher la constriction des bronches, mais de façon plus durable. Donc c'est une plus longue durée d'action. Le Symbicort permet de calmer l'inflammation des bronches et donc d'éviter les crises graves d'asthme. Parce que le Symbicort contient aussi un corticoïde, en plus d'un agoniste bêta-2 qui dilate les bronches. Alors ça, je mets en parenthèse. Alors, Ventoline peut provoquer des effets indésirables, comme des tremblements, des céphalées, une accélération des battements du cœur, une irritation des muqueuses de la bouche et du pharynx, et des crampes musculaires. Très rarement, Ventoline peut également provoquer une réaction d'hypersensibilité, qui se manifeste par des gonflements au niveau des lèvres, des voies respiratoires inférieures, des rougeurs cutanées généralisées, une aggravation de l'asthme. Dans ce cas, il faut contacter immédiatement votre médecin ou les urgences selon la gravité des symptômes. Un autre effet indésirable très rare mais grave qui peut se manifester est l'acidose lactique, qui est due à une quantité trop élevée d'acide lactique dans le sang et
qui provoque des troubles au niveau du cerveau qui se manifestent par une confusion, un problème de coordination des membres et un trouble de la parole. Dans ce cas, il faut contacter les urgences immédiatement. Le Symbicort peut provoquer des muqueuses. Peut provoquer. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Des muqueuses au niveau de la bouche et du pharynx. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Je me souviens plus. Alors là, pourquoi j'ai écrit ça? Peut-être que c'est une erreur de frappe. Ah, d'accord, oui. Peut provoquer des mycoses. Ah, j'ai voulu écrire des mycoses au niveau de la bouche et du pharynx, pas des muqueuses. Excusez-moi. Alors le Symbicort peut provoquer des mycoses au niveau de la bouche et du pharynx. C'est pourquoi, afin de prévenir cet effet indésirable, il faut se rincer la bouche après chaque utilisation de Symbicort. Des céphalées, des tremblements, une accélération du rythme cardiaque, une irritation légère de la muqueuse de la gorge sont aussi des effets indésirables de Symbicort. Ils doivent être surveillés et s'ils persistent, il est recommandé de contacter votre médecin ou la pharmacie. En cas d'effet indésirable plus grave, tel qu'une réaction d'hypersensibilité, qui se manifeste par l'apparition de rougeurs, de gonflements des voies respiratoires et de troubles respiratoires, il convient de contacter immédiatement votre médecin ou les urgences, selon la gravité des symptômes. Des troubles visuels peuvent parfois survenir. Dans ce cas, il est recommandé de contacter votre médecin afin que je puisse vous donner des informations concernant la fréquence et le moment de la journée auquel vous devez les prendre. J'ai besoin de savoir quelles sont les posologies prescrites par votre médecin. Pouvez-vous me préciser cela? Donc cette dernière question que je pose, c'est parce que, en fait, comme c'est une simulation, j'ai pas entre les mains l'ordonnance, donc je lui demande les prescriptions, quelles sont les posologies prescrites par son médecin pour le Ventoline et le Symbicort. Alors la patiente me répond: mon médecin m'a prescrit de prendre le Ventoline en cas de besoin, lorsque je ressens des symptômes d'asthme tels que la toux, l'essoufflement ou les sifflements. Cependant, je ne suis pas sûr de la fréquence exacte à laquelle je devrais le prendre. Quant au Symbicort, il m'a été prescrit de le prendre 2 fois par jour, une inhalation le matin et une inhalation le soir. Est-ce que cela semble correct selon vous? Alors je lui réponds: oui, ces posologies me semblent correctes. Pour le Ventoline, quel est le dispositif prescrit pour l'inhalation? Je lui pose cette question parce qu'il y a aussi d'autres... il y a aussi le discus, par exemple. Il y a l'aérosol doseur ou le nébulisateur doseur. Alors elle me répond: mon médecin m'a prescrit un inhalateur doseur pour le Ventoline. Alors, je lui réponds: alors le Ventoline aérosol doseur 100 microgrammes peut être pris à la demande, en faisant 2 inhalations 3 à 4 fois par jour. 2 inhalations peuvent être effectuées avant d'effectuer une activité physique afin de prévenir le risque de crise d'asthme causée par un exercice physique intense. Il ne faut toutefois pas dépasser 2 inhalations 8 fois par jour. Si un tel dépassement est nécessaire, contactez votre médecin afin qu'il adapte votre traitement. Quant au Symbicort, j'ai besoin de savoir quel dosage de Symbicort votre médecin vous a prescrit. Parce qu'il y a plusieurs dosages possibles. Donc, alors elle me répond: mon médecin m'a prescrit du Symbicort en dosage 160 4,5 microgrammes. Alors j'avais regardé quels étaient les dosages possibles qui existaient sur le marché. Et je n'ai pas trouvé 164,5 microgrammes. Donc je lui ai répondu: malheureusement nous n'avons pas de Symbicort en dosage 164,5 microgrammes, mais seulement en dosage 106, 206, 412. Êtes-vous sûr que votre médecin vous a prescrit ce dosage? Alors la patiente me répond: je m'excuse pour l'erreur. Vous avez raison, le dosage que j'ai mentionné n'est pas couramment disponible. Je me suis trompé. Mon médecin m'a en réalité prescrit du Symbicort en dosage de 106 microgrammes. Veuillez m'excuser pour cette confusion. Alors voilà, donc j'ai pu lui donner une réponse finalement. Donc
Alors vous pouvez effectuer 1 à 2 bouffées de Symbicort matin et soir. Et n'oubliez pas de vous rincer la bouche après chaque utilisation. Je note toutes ces posologies et quelques mises en garde sur des étiquettes collées sur les emballages. Alors elle me répond, merci de noter toutes les posologies et de coller les étiquettes appropriées sur les emballages des médicaments. Cela me sera très utile pour me rappeler comment prendre les médicaments correctement. Je ferai attention à me rincer la bouche après chaque utilisation du Symbicort pour éviter les effets indésirables. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir concernant ces médicaments ou des conseils supplémentaires que vous pourriez me donner? Alors, je lui réponds, donc oui, il y a d'autres conseils que je peux vous donner. Il est important de prendre votre traitement régulièrement afin qu'il soit suffisamment efficace pour prévenir les crises d'asthme. Il est également important que vous sachiez administrer ces médicaments inhalés correctement. Comment allez-vous administrer ces médicaments? Alors elle me répond, alors là je vérifie si elle sait utiliser ces inhalateurs, donc, parce que c'est pas non plus évident et c'est très important donc, que le patient le fasse correctement. Sinon le médicament risque de ne pas avoir l'efficacité souhaitée, voire ne pas du tout avoir d'efficacité. Alors je vais administrer ces médicaments inhalés en suivant les instructions de mon médecin et les indications fournies avec les inhalateurs. Pour le Ventoline, je vais secouer l'inhalateur, retirer le bouchon, puis prendre une inspiration profonde tout en appuyant sur le dessus de l'inhalateur pour libérer une bouffée de médicament. Ensuite, je vais retenir ma respiration pendant quelques secondes afin d'expirer lentement. Pour le Symbicort, je vais également secouer l'inhalateur, retirer le bouchon, inhaler profondément tout en appuyant sur le bouton de libération de la dose pour administrer 1 ou 2 bouffées du médicament. Ensuite, je vais retenir ma respiration pendant quelques secondes avant d'expirer lentement. Cependant, si vous avez des conseils supplémentaires sur l'administration des médicaments inhalés, je serais reconnaissante de les connaître. Alors je lui réponds de nouveau en pavé. Ah, c'est du costaud là. Alors pour le Ventoline, avant la première utilisation, et chaque fois que le nébulizeur doseur n'a pas été utilisé pendant plus de 8 jours, il faut faire 2 jets d'aérosol dans le vide. Le nébuliseur doseur se tient verticalement avec l'embout buccal vers le bas, avant de prendre une inspiration lente et profonde tout en pressant fortement sur le nébuliseur doseur entre le pouce et l'index. N'oubliez pas d'expirer complètement l'air des poumons. Oui, parce que dans son explication, la patiente n'a pas dit qu'elle devait expirer d'abord complètement l'air des poumons, avant d'inspirer, bien sûr. Alors, pendant l'inspiration, l'embout buccal doit être placé dans la bouche en le maintenant fermement avec les lèvres. Alors, il faut retirer l'embout de la bouche avant de retenir sa respiration. Donc, voilà, je précise certaines choses que la patiente n'a pas dites. Donc, retenir sa respiration. Donc, il faut d'abord enlever l'embout une fois qu'on a administré la dose. Il faut noter qu'il est important d'inspirer l'air juste avant de presser sur le nébuliseur doseur et d'inspirer aussi lentement que possible. Si 2 doses doivent être administrées, attendez 30 secondes pour effectuer le deuxième jet. Il est exact que vous devez retenir votre respiration pendant quelques secondes avant d'expirer lentement. Essayez de retenir votre respiration aussi longtemps que possible afin que le médicament reste bien dans les poumons. En ce qui concerne le Symbicort, il s'agit d'un turbuolaire et non pas d'un nébuliseur doseur. Oui, donc l'explication que la patiente avait donnée était erronée dans le cas du Symbicort. Le Symbicort ne s'emploie pas comme le Ventoline parce que c'est... En tout cas, le Ventoline nébuliseur doseur, parce que le Symbicort en fait n'existe que sous la forme de turbuolaire. Donc turbuolaire, c'est un dispositif médical particulier à base de poudre, donc et non pas de solution à nébuliser. Et
c'est un mode d'emploi spécifique pour le turbulaire. En tout cas, pour l'utilisation des dispositifs médicaux, il y a des vidéos sur YouTube que vous pouvez regarder. Et voilà, il y a tout qui est bien expliqué, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'ordre. Euh, voilà. Et je vous recommande vivement donc de consulter ces vidéos YouTube voilà, pour avoir une meilleure connaissance de l'utilisation des différentes formes de dispositifs médicaux pour l'inhalation de médicaments contre l'asthme notamment. Euh, oui, donc je vais continuer donc à vous lire déjà le dialogue que j'ai construit avec l'intelligence artificielle. Donc j'en étais où? Euh, Comme le Symbicort contient de la poudre. Ah oui, en ce qui... oh, allez. Donc son utilisation est différente de celle du Ventolin Nebulizer Doseur. Comme le Symbicort contient de la poudre, il n'y a pas besoin de le secouer avant son utilisation. Il faut retirer le bouchon, tenir l'inhalateur verticalement, charger la dose en tournant une molette de dosage rouge dans un sens jusqu'à la butée et dans l'autre sens jusqu'à la position initiale. Donc vous devez entendre un clic lorsque vous faites cela. Alors ça veut dire que voilà, le turbu-à-l'air est chargé et prêt à l'utilisation. Ensuite, la patiente doit expirer dans le vide l'air de ses poumons, mettre l'embout buccal entre les lèvres et légèrement serrer entre les dents. Il faut alors inspirer rapidement et profondément. Donc pour les dispositifs médicaux à base de poudre, il ne faut pas faire comme dans le cas des nébuliseurs doseurs, où il faut inspirer lentement et profondément. Là, lorsqu'il s'agit de poudre, il faut inspirer rapidement et profondément, donc ça doit être une inspiration assez vigoureuse. Retirer l'embout buccal, puis retenir sa respiration pendant quelques secondes. Notez qu'il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton pour libérer la dose. Donc il n'y a pas de bouton, donc le problème de coordination entre les mains et l'inspiration ne pose pas de problème particulier normalement. Néanmoins, il faut une force respiratoire suffisante pour inspirer donc le produit. Pensez à fermer le turbu-à-l'air avec son capuchon et à bien vous rincer la bouche après chaque utilisation de Symbicort, donc pour éviter l'effet indésirable des mycoses au niveau de la bouche. Il est important de réaliser exactement tous ces gestes, car il se peut que vous ne ressentiez pas l'inspiration de la poudre, étant donné la faible quantité de principes actifs contenus dans chaque dose et l'absence de goût. Pensez-vous que vous allez arriver à utiliser ces dispositifs médicaux et où souhaitez-vous une démonstration avec des testeurs? Voilà, on propose aux patients, de façon générale, une démonstration, voilà, parce que c'est important, surtout au début du traitement, qu'ils sachent exactement comment administrer le médicament. Donc elle me répond: je vous remercie pour ces instructions détaillées sur l'utilisation des dispositifs médicaux. Je pense avoir une bonne compréhension des étapes nécessaires pour administrer correctement le Ventolin Nebulizer Doseur ainsi que le Symbicort turbu-à-l'air. Cependant, par mesure de précaution et pour m'assurer de bien maîtriser la technique, je serais reconnaissante si vous pouviez me fournir une démonstration avec des testeurs. Cela me donnerait l'occasion de pratiquer sous votre supervision et de poser des questions supplémentaires au besoin. Merci de votre attention et de votre aide. Alors le pharmacien prend 5 minutes, je mets en parenthèse, pour expliquer l'utilisation des 2 dispositifs médicaux à la patiente. Alors ensuite je lui pose la question: avez-vous des questions concernant l'utilisation de ces médicaments? Alors, merci beaucoup pour cette démonstration détaillée et les explications. J'ai maintenant une meilleure compréhension de la façon d'utiliser correctement le Ventolin Nebulizer Doseur et le Symbicort turbu-à-l'air. Je suis confiante dans ma capacité à administrer ces médicaments. Cependant, j'ai encore quelques questions concernant leur utilisation. Combien de temps faut-il attendre excusez-moi. Combien de temps faut-il attendre entre l'utilisation du Ventolin et du Symbicort? Faut-il les prendre l'un après l'autre? Ou y a-t-il un intervalle spécifique à respecter? Si je ressens des effets indésirables après avoir utilisé ces médicaments, comment devrais-je réagir?
Devrais-je arrêter de les prendre immédiatement et contacter mon médecin? Ensuite, y a-t-il des précautions spéciales que je devrais prendre en cas de voyage ou si je suis loin de chez moi pendant une longue période? Merci de votre patience et de votre disponibilité pour répondre à ces questions. Alors, c'est une patiente qui pose beaucoup de questions, donc ça rend le dialogue assez long. Mais c'est un bon exercice donc pour s'entraîner dans une situation fictive, donc à faire disons, le travail du pharmacien, à contrôler les médicaments, l'adéquation du traitement et donner des conseils. Donc si vous étudiez la pharmacie, voilà, ça peut être une idée pour vous entraîner. Bon, après, c'est des dialogues assez longs. Normalement, voilà, c'est rarement aussi long. Normalement, le Ventolin ne se prend pas en même temps que le Symbicort. Il se prend en fonction des symptômes de votre asthme. Si vous ressentez par exemple une oppression thoracique, une respiration sifflante, de la toux ou une difficulté à respirer, vous pouvez faire 2 nébulisations 3 à 4 fois par jour. 2 nébulisations peuvent être effectuées à titre préventif avant de faire un exercice physique. Il est recommandé de ne pas dépasser la dose de 2 nébulisations 8 fois par jour. Le Symbicort a été prescrit en tant que traitement de fond et doit être pris systématiquement pour contrôler l'asthme sur le long terme. Vous devez effectuer 1 à 2 bouffées matin et soir, selon que l'asthme est bien contrôlé ou pas. Il n'y a pas un intervalle spécifique à respecter entre la Ventoline et le Symbicort. Si vous ressentez des effets indésirables, vous devriez toujours contacter votre médecin avant de les arrêter. Cependant, si les effets indésirables sont graves, comme dans le cas d'une réaction grave d'hypersensibilité, il faut arrêter le traitement et contacter immédiatement les urgences. Ainsi, il faut adapter son comportement en fonction de la gravité des effets indésirables et de façon générale toujours contacter son médecin avant d'arrêter un traitement, car un asthme non traité peut avoir des conséquences graves. Alors, elle me répond « Merci beaucoup pour ces informations supplémentaires. Je comprends maintenant qu'il est important de prendre le Ventolin en fonction des symptômes de l'asthme et que le Symbicort doit être pris régulièrement comme traitement de fond. Je prends note qu'il n'y a pas de délai spécifique à respecter entre les 2 médicaments et qu'il est crucial de contacter mon médecin avant d'arrêter tout traitement, sauf en cas de réaction grave d'hypersensibilité où je devrais immédiatement contacter les urgences. Je vais rester vigilante quant aux effets indésirables et consulter mon médecin si j'ai des préoccupations à leur sujet. En ce qui concerne les voyages ou les séjours prolongés loin de chez moi, y a-t-il des précautions spéciales à prendre? Par exemple, si je suis dans une zone avec un climat différent, ou si je ne peux pas avoir accès à mes médicaments habituels pendant un certain temps. Merci encore pour vos conseils et votre disponibilité. En cas de voyage, il faut toujours prendre avec soi une quantité suffisante de médicaments, ainsi que l'ordonnance du médecin, dans le cas où vous devriez vous en procurer à l'étranger. Il faut également veiller à ne pas conserver le Ventolin, nébuliseur doseur au-dessus de 30 degrés Celsius, à le tenir à l'abri du gel et à ne pas l'exposer directement au soleil. Quant au Symbicort, étant donné qu'il s'agit de poudre, il suffit de ne pas le conserver au-dessus de 30 degrés Celsius et de bien refermer son capuchon. Est-ce que vous partez prochainement en voyage? Je ne prévois pas de voyage dans l'immédiat, mais je voulais simplement être informé au cas où cela se produirait à l'avenir. Je prends note de vos conseils concernant la conservation des médicaments pendant les voyages et je veillerai à les respecter. Je n'ai plus d'autres questions pour le moment. Je vous remercie énormément pour toutes ces informations détaillées et votre disponibilité. Vos explications ont été très claires et je me sens maintenant plus confiante dans l'utilisation de ces médicaments. Si j'ai d'autres préoccupations à l'avenir, je n'hésiterai pas à revenir vers vous ou à consulter mon médecin. Merci encore pour votre aide précieuse. Dans combien de temps aura lieu votre prochain rendez-vous chez votre médecin? Alors là, il bug encore, je suis désolé, mais en tant que modèle de langage intelligence artificielle, je n'ai pas accès à l'agenda personnel des individus. Je ne peux pas connaître la date de rendez-vous chez votre médecin. Je vous recommande de vérifier votre calendrier ou de contacter votre médecin pour obtenir cette information. Donc on voit que là, il comprend plus trop où il en est, le chat GPT. Donc
je vais le remettre sur le droit chemin en disant, bon, réponds, voyant S, normalement, il me semble, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, il y a effectivement un S à l'impératif. Excusez-moi. Ok, alors c'est tout bon. Alors, mon prochain rendez-vous chez le médecin est prévu dans 2 semaines. Alors, il finit par me répondre. Alors, je vous délivre en emballage de Ventoline aérosol doseur 100 microgrammes et en emballage de Symbicort 100 6 microgrammes. L'évaluation de l'asthme se fait en principe 1 à 3 mois après le tout début du traitement, ensuite tous les 3 à 12 mois. Bon, ça, j'ai vu ça dans le Vidal. Après 2 semaines, il peut aussi vérifier au tout début du traitement, donc voir si tout va bien. Après une crise d'asthme, un contrôle chez votre médecin doit se faire dans la semaine. Avez-vous un demi-bimètre de pointe afin de contrôler si votre asthme se détériore? Donc un débitmètre de pointe, si c'est un... Comment dire? C'est... je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ah zut, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, débitmètre de pointe. Ça sert à mesurer la capacité donc, respiratoire. Alors, si j'ai une image. Alors voilà, ça ressemble à ça. Alors c'est un instrument qui permet d'avoir un suivi donc, de la capacité respiratoire. Donc c'est pour détecter une détérioration de l'asthme. Donc on utilise voilà, cet appareil en mettant d'abord le curseur en bas de l'échelle. Donc ça doit être ici, donc ça commence ici, puis ça augmente jusqu'à 800. Je crois que c'est des litres par minute. J'en suis pas sûr, mais il me semble que c'est des litres par minute. On gonfle donc au maximum la poitrine et on souffle le plus fortement possible dans l'embout buccal ici. Donc il faut faire attention à bien entourer l'embout buccal par les lèvres, de manière que l'air ne passe pas sur les côtés, donc de manière étanche. Et on fait la mesure 3 fois pour voilà, avoir une bonne estimation de la valeur du peak flow, on appelle ça le peak flow. Donc le patient, chaque patient aura sa valeur de référence personnelle. Il s'agit de la meilleure mesure de peak flow en période stable, ou l'asthme est stable. Et donc, il faut que le patient tienne en agenda de ces mesures. Donc, il aura, chaque jour, il va noter donc, ces mesures du débitmètre de pointe. Et ensuite, voilà, il va pouvoir, comment dire, il va pouvoir détecter des détériorations de l'asthme. Donc il y a des asthmazones, qu'on appelle des asthmazones, on les appelle ça comme ça, pour dire qu'il y a une zone verte entre 80 et 100%. Donc dans la zone verte 80 à 100%, donc de la meilleure... En fait, c'est les pourcentages par... je veux dire, de la valeur qu'on a obtenue aujourd'hui, quoi, le jour où on fait la mesure, par rapport à la valeur de référence personnelle. Donc là, on est à 80 à 100%. Si on est à 80 à 100% de la valeur de référence personnelle, alors le patient donc, est dans une zone où il n'y a pas de risque, où son asthme n'est pas considéré comme détérioré. Par contre, en dessous de 80%, entre 50 et 80%, on est déjà dans la zone jaune. Donc là, le patient, il doit être prudent. Donc par rapport à ce qu'il fait, il doit éviter de faire trop d'efforts, de rester dans un milieu où il y a des allergènes ou différents facteurs de risque. Il doit se reposer, peut-être prendre une dose de salbutamol, de Ventoline. Et ensuite, en dessous de 50%, on est déjà dans une zone rouge. Et là, donc,
le patient doit prendre son Ventoline pour prévenir une aggravation de son asthme. Alors voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Voilà, donc on va revenir au dialogue. Donc voilà, la patiente me dit donc je vous remercie pour la délivrance des médicaments. En ce qui concerne le débitmètre de pointe, je n'en ai pas actuellement. Serait-il possible de m'en procurer un auprès de la pharmacie? Alors je lui ai répondu oui, c'est possible. Je vous conseille d'abord d'en parler avec votre médecin qui pourra vous le prescrire. Voilà, j'ai laissé la responsabilité au médecin de voir avec la patiente, donc la nécessité de mesurer le débit de pointe. Alors, elle me répond tout à fait, il est préférable de consulter votre médecin et de lui parler de votre intérêt pour l'utilisation d'un demi-mètre de pointe. Votre médecin sera en mesure d'évaluer. Là, il prend le rôle de pharmacien, donc il bug de nouveau. Votre médecin sera en mesure d'évaluer si cela est nécessaire dans le suivi de votre asthme et pourra vous prescrire cet appareil une fois que vous avez l'ordonnance. Vous pourrez vous rendre à la pharmacie pour vous procurer le débitmètre de pointe. Alors je le remets à l'ordre et j'écris de nouveau un pavé. Je suis désolé, c'est un peu long. Ça prolonge la vidéo. J'allais dire de façon indécente, mais ça prolonge la vidéo. Donc je lui dis tu dois toujours jouer le rôle de la patiente et moi celui du pharmacien. J'avais aussi quelques conseils à vous donner. Je vous recommande d'éviter tous les facteurs qui peuvent déclencher votre asthme, comme les poussières, la pollution de l'air, les poils d'animaux, les pollens, notamment si vous avez des allergies. Bon, là, normalement, on devrait demander à la patiente voilà, quels sont les facteurs de risque pour elle. Voilà, chaque personne a des allergies particulières. En cas d'infection respiratoire, donc là, je lui parle de... Voilà, les infections respiratoires peuvent aggraver donc l'asthme, c'est pour ça que je lui dis, en cas d'infection respiratoire, je vous recommande de contacter votre médecin. Il est possible d'éviter certaines infections respiratoires, notamment par la vaccination contre la grippe ou les pneumocoques. Donc la vaccination, c'est quelque chose d'important pour les personnes asthmatiques. Ça leur permet de se protéger contre les infections respiratoires qui pourraient aggraver leur asthme. Veillez à continuer d'avoir une activité physique en prenant toutefois des précautions. Prendre une dose de Ventoline 10 à 15 minutes avant l'activité physique. Prendre avec soi le Ventoline, avoir son téléphone avec soi en cas d'urgence, être éventuellement accompagné. Si vous fumez, il serait bien d'envisager la possibilité d'arrêter de fumer. Vérifiez toujours si vous avez une hypersensibilité à certaines substances, comme par exemple les INS et les salicylés, qui peuvent provoquer des bronchospasmes. En cas de crise d'asthme intense et inhabituelle, avec des signes de gravité tels que des troubles de la vigilance, de l'agitation, une impossibilité de parler à cause d'une difficulté respiratoire, à cause d'une difficulté à respirer, respiratoire, oui. D'essoufflement survenant au repos en étant allongé sur le dos. Ça c'est l'orthopnée, ça. Essoufflement survenant au repos en étant allongé sur le dos et qui s'améliore en position assise. Donc ça c'est l'orthopnée comme je viens de le dire. De pause respiratoire, de sueur, de coloration bleue de la peau, donc la cyanose, d'une fréquence cardiaque supérieure à 110 battements par minute, d'une respiration rapide supérieure à 30 respirations par minute, donc inspiration-expiration, et d'un débit expiratoire de pointe inférieur à 30%, il faut contacter immédiatement les urgences, parce que c'est une crise d'asthme grave. Il faut également immédiatement donc effectuer 2 inhalations de Ventoline jusqu'à disparition et répéter bien sûr cela jusqu'à disparition des symptômes. Et puis parfois le médecin peut prescrire des corticoïdes en prévention, comme médicament d'urgence quand le patient a une crise d'asthme sévère. Donc c'est pour ça que je lui demande est-ce que votre médecin vous a recommandé un traitement d'urgence particulier. Mon médecin m'a prescrit une trousse d'urgence contenant un médicament appelé salbutamol. Donc Ventoline, le Ventoline il contient du salbutamol aussi. Donc en solution pour inhalation. J'ai reçu des instructions détaillées sur son utilisation en cas de crise d'asthme sévère. La trousse d'urgence doit toujours être à portée de main, à la maison et lors de mes déplacements. Si je rencontre les symptômes graves que vous avez mentionnés, je dois utiliser le salbutamol selon les instructions fournies par mon médecin
et contactez immédiatement les services d'urgence. Après, je lui demande, oui, est-ce qu'il vous a prescrit de la prédnisone en cas d'urgence? Donc, c'est ce que je disais. Donc, alors, elle a répondu, la patiente a répondu, oui, mon médecin m'a également prescrit de la prédnisone en cas d'urgence. La prédnisone est un corticostéroïde oral qui peut être utilisé pour réduire l'inflammation des voies respiratoires lors d'une crise d'asthme sévère. Si j'ai des symptômes graves et que j'utilise déjà la trousse d'urgence avec le salbutamol, sans amélioration significative, je suis instruit de prendre la prédnisone selon les instructions spécifiques données par mon médecin. Il est important de suivre les indications de mon médecin concernant la posologie et la durée du traitement à la prédnisone en cas d'urgence. Alors vous devez administrer le traitement d'urgence comme il vous a recommandé de le faire. Je ne voulais pas mettre en point d'interrogation ici, je pense. Puis-je connaître ce qu'il vous a recommandé? En cas d'urgence, mon médecin m'a recommandé de prendre la prédnisone selon le schéma suivant. Donc il me met un schéma fictif. Jour 1, prendre X comprimé, la dose précise prescrite par le médecin le matin. Jour 2, prendre X comprimé le matin. Jour 3, prendre X comprimé le matin. Le médecin m'a également indiqué de continuer à prendre mon traitement de fond habituel pendant la durée de la prise de la prédnisone. Il est important de respecter scrupuleusement les instructions du médecin et de ne pas arrêter brusquement la prédnisone sans avis médical, etc. Cependant, je tiens à préciser que ces instructions sont spécifiques à ma situation personnelle et peuvent varier d'un patient à l'autre. Il est essentiel de suivre les recommandations précises données par votre propre médecin en cas d'urgence et de vous référer à lui pour obtenir les informations appropriées à votre situation médicale. Donc là, il est un peu sorti de son rôle de patiente. C'est juste parce que bon, voilà, l'intelligence artificielle ne veut pas prendre de risques sur des questions médicales. Il ne veut pas prendre de responsabilités. Donc, ouais, d'un côté, c'est normal aussi qu'ils prennent des précautions. Voilà, c'est mieux de contacter un professionnel de santé pour avoir des bonnes informations fiables. Alors voilà. Dans le Vidal, il propose un traitement des symptômes aigus. Donc, il repose, donc je lis ce qui est écrit dans le Vidal. Le traitement des symptômes aigus repose sur l'inhalation d'un bêta-2 agoniste inhalé d'action courte, donc ventoline ou salbutamol, 1 à 2 inhalations par prise, sans limitation de dose tant que persistent des symptômes ou des difficultés respiratoires. Une corticothérapie orale en cure courte, 0,5 mg par kg par jour, d'équivalent prédnisone en pratique 40 à 50 mg par jour pour la plupart des patients. Pendant 5 à 10 jours, peut être nécessaire en cas d'exacerbation sévère. Donc là, je vous parle vraiment des cas où c'est très sévère, où il y a vraiment des signes de gravité. En asthme. De toute façon, dans tous les cas, il faut appeler les urgences. Ça, c'est une nécessité. Et utiliser le ventoline. Voilà, je vais continuer. Alors, dès que vous aurez besoin de nouveaux emballages, vous pouvez passer à la pharmacie. Souhaitez-vous une brochure explicative de l'asthme éditée par la Ligue pulmonaire? Vous y trouverez de multiples conseils et explications concernant l'asthme. Oui, je serais intéressé par une brochure explicative de l'asthme éditée par la Ligue pulmonaire. Merci de me la fournir lors de ma prochaine visite à la pharmacie. Cela me sera certainement utile pour mieux comprendre et gérer ma condition d'asthme. Alors d'accord, faisons comme cela. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter notre pharmacie par téléphone ou passer ici directement. Merci beaucoup pour votre aide et votre disponibilité. Je n'hésiterai pas à vous contacter si j'ai des questions ou si j'ai besoin de renouveler mes médicaments. Votre service est très apprécié. À bientôt à la pharmacie. Alors, je vous remercie de votre confiance. Portez-vous bien. Bonne journée. Au revoir. Alors merci vous aussi. Bonne journée à vous. Au revoir. Alors fin du dialogue. Fin du dialogue. Donc après, j'ai un peu essayé de tester un peu l'intelligence artificielle pour voir si elle pouvait me soulever quelques points négatifs dans le dialogue qu'on a eu. Bon, c'est un peu délicat. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Hein. C'est pas non plus... Voilà, c'est pas non plus toujours... Ouais. C'est pas mal, mais c'est pas non plus...
toujours... bah, il n'y a pas vraiment d'erreur, mais comment dire? Je sais pas comment qualifier les réponses de l'intelligence artificielle. Elles sont des fois générales ou alors il dit des choses qui sont pas forcément toujours à 100% pertinentes, quoi. Mais est-ce qu'on fait cela encore? Voilà, je vous fais une longue vidéo comme. Je vous lis juste ces quelques, ces quelques paragraphes. Bon, maintenant que je vais commencer à vous montrer, je vais aller jusqu'au bout. Alors, j'ai demandé est-ce que ce dialogue comporte des erreurs médicales ou médicamenteuses. Là, il dit en tant qu'il y a, nanana, c'est possible qu'il y ait des erreurs qui se glissent dans mes réponses, nanana. Après, je lui demande d'analyser le dialogue. Voilà, dans l'ensemble, le dialogue semble comporter des informations correctes sur l'utilisation des médicaments, nanana. Il note quelques points, peut-être un peu négatifs. Il dit le dosage 106 microgrammes n'est pas couramment disponible sur le marché. Bon, ça dépend peut-être ouais, ça dépend sur quel marché on se trouve, je pense. Il est mentionné que le Ventoline et le Symbicort ne doivent pas être pris en même temps. Cependant, il n'y a pas de contre-indication absolue à les prendre simultanément. Si cela a été prescrit par un professionnel de santé, oui, mais bien sûr, j'ai peut-être été trop affirmatif là-dessus. Il est préférable de suivre les instructions spécifiques données par le médecin concernant la prise des médicaments. La fréquence des visites chez le médecin pour le suivi de l'asthme est mentionnée, mais cela peut varier d'un patient à l'autre en fonction de la gravité de l'asthme et de la réponse au traitement. Il est important de suivre les recommandations du médecin concernant les rendez-vous de suivi. Ok. C'est vrai que des fois j'ai tendance à peut-être donner trop d'informations. Il faut se baser sur en général sur ce que recommande le médecin, effectivement. Il est mentionné qu'il faut éviter les facteurs déclenchants de l'asthme, tels que la poussière, pollution, nanana. Voilà. Cela est généralement conseillé, mais voilà, comme je disais, donc j'ai repris cette critique donc, que l'IA m'avait donnée. Mais les déclencheurs peuvent varier d'une personne à l'autre. Voilà. Il est important d'identifier les déclencheurs personnels et d'adapter son environnement en conséquence. Il est mentionné que la vaccination contre la grippe et les pneumocoques peut aider à prévenir certaines infections respiratoires. Cela est vrai, mais les décisions de vaccination doivent être prises en consultation avec un professionnel de la santé en fonction de la situation médicale individuelle. Et oui, c'est aussi vrai. Donc, après, c'est aussi possible de faire des vaccinations à la pharmacie. Donc, par exemple, vaccin contre la grippe. Voilà. Avant la saison froide. Il est mentionné qu'il faut contacter immédiatement les urgences en cas de crise d'asthme grave. C'est une recommandation importante, mais il est également conseillé de composer le numéro d'urgence. Voilà, bon. Donc chaque pays a son numéro d'urgence. Quel point d'amélioration recommandes-tu pour ce dialogue? Je vais demander. Donc, clarifiez le dosage du Symbicort, vérifiez le dosage exact prescrit par le médecin et assurez-vous de fournir des informations précises. Bon, après, normalement, on a une ordonnance sous les yeux, donc quand on est pharmacien. Mais c'est vrai que peut-être que. Ouais, j'avais quoi dit? J'avais dit 1 à 2 bouffées matin et soir. Peut-être qu'il avait précisé si c'était 1 bouffée ou 2 bouffées. C'est vrai que des fois, il y a peut-être des choses à améliorer. Préciser les instructions de prise des médicaments. Expliquer clairement les intervalles recommandés entre les prises de Ventoline et de Symbicort en fonction des instructions spécifiques données par le médecin. Alors, oui. Après, il faut que le médecin l'ait précisé. Là, je n'ai pas suffisamment d'informations. En général, le Ventoline, c'est pour traiter les symptômes. Et le Symbicort, c'était le traitement de fond. Peut-être que je l'ai mal expliqué. Éviter les déclarations absolues, éviter des déclarations générales comme le Ventoline ne doit pas être pris en même temps que le Symbicort. Bah, j'ai pas dit comme ça. Il me semble pas. J'avais dit quoi? J'avais dit. En général, on les prend pas en même temps. Le Symbicort, c'est quelque chose qu'on prend comme traitement de fond régulièrement matin et soir. Et puis le Ventoline, on l'adapte suivant les besoins. Bon, ça peut arriver qu'on ait besoin de le prendre, oui. Peut-être au même moment. Ok.
peut-être que j'ai pas été clair à ce sujet. Personnaliser les conseils. Encourager la patiente à discuter avec son médecin des facteurs déclenchants spécifiques à son asthme et des mesures de prévention individuelles à prendre. Oui, c'est vrai que j'en ai pas vraiment parlé. Je suis parti du principe, voilà, j'ai donné des conseils généraux, éviter les poussières, les allergènes, etc. Les poils d'animaux, etc. C'est vrai que ça serait bien de, ouais, peut-être plus individualiser mon propos, me centrer sur la personne, sur la patiente. Mentionner l'importance de l'observance du traitement. Souligner l'importance de prendre régulièrement les médicaments prescrits pour un contrôle efficace de l'asthme et encourager la patiente à suivre les instructions du médecin concernant l'observance du traitement. Donc ça, je pense que je l'ai quand même fait, donc je ne sais pas pourquoi il me le met ici. Informer sur les effets secondaires possibles. Mentionner brièvement les effets secondaires les plus courants des médicaments, tels que les maux de tête, irritation buccale, et encourager la patiente à contacter son médecin si elle rencontre des effets indésirables. Là, je l'ai fait, j'ai l'impression que... Mais bon, toujours bien de le répéter. Encourager la communication avec le médecin, rappeler à la patiente qu'il est important de consulter son médecin pour toute question ou préoccupation concernant son traitement et de ne pas hésiter à demander des éclaircissements sur les instructions d'utilisation des médicaments. En incorporant ces améliorations, le dialogue sera plus précis, personnalisé et informatif pour la patiente, ce qui contribuera à une meilleure compréhension et gestion de son asthme. Alors, j'ai demandé quand même les points positifs de ce dialogue. Ouais, je crois que j'ai dépassé le temps de la vidéo précédente. C'est la dernière chose que je vais lire. Quels sont les points positifs? Voici quelques points positifs de ce dialogue. Explication détaillée des modalités d'utilisation des médicaments. Le pharmacien a pris le temps d'expliquer en détail comment utiliser les 2 dispositifs médicaux, le Ventoline, nébulizeur doseur et le Symbicort turbo-air. Les étapes spécifiques, y compris les précautions à prendre, ont été expliquées clairement. Mise en garde et conseils supplémentaires, le pharmacien a fourni des informations importantes sur les précautions à prendre, comme le rinçage de la bouche après chaque utilisation du Symbicort, la conservation des médicaments à une température appropriée et les symptômes qui nécessitent une attention médicale immédiate. Rappel des visites de suivi chez le médecin. Le pharmacien souligne l'importance des visites de suivi chez le médecin pour évaluer l'efficacité du traitement et ajuster si nécessaire. Il a également mentionné l'importance de consulter le médecin en cas de crise d'asthme grave ou de détérioration des symptômes. Conseils sur la prévention et les précautions. Le pharmacien a donné des conseils pour éviter les déclencheurs de l'asthme, tels que les allergènes, et a recommandé la vaccination contre la grippe et les pneumocoques pour prévenir les infections respiratoires. Sensibilisation aux effets indésirables et à leur gestion. Le pharmacien a souligné l'importance de contacter le médecin en cas d'effets indésirables et a donné des directives sur la manière d'adapter son comportement en fonction de la gravité des symptômes. Dans l'ensemble, le dialogue a fourni des informations détaillées sur les médicaments, les précautions à prendre et les mesures à suivre pour gérer l'asthme. Il a mis l'accent sur l'importance de la communication avec le médecin et de l'observance du traitement, ce qui contribue à une meilleure compréhension et prise en charge de l'asthme par la patiente. Alors voilà, je suis désolé pour la longueur de cette vidéo. Je ne sais pas si c'est ennuyeux à suivre, tous ces dialogues. C'est vrai que c'est pas la même chose que lorsque je construis le dialogue en direct. J'ai pensé que c'était mieux, peut-être pour cette fois-ci, je sais pas. Faut voir. Alors je vous remercie de m'avoir suivi. Portez-vous bien. Et puis alors passez une excellente journée. Ou une excellente soirée, je sais pas à quelle heure il est chez vous. Et alors à la prochaine. Au revoir.